Bonjour à tous. Je suis Guillaume Leroy, secrétaire général du Cercle Droit et Liberté et aussi doctorant en droit pénal. J'ai l'honneur de faire une sorte de médiation sur cette première table ronde qui portera sur le thème de 50 ans de CEDH. Quel équilibre entre liberté individuelle et liberté collective? Je remercie nos trois intervenants du jour d'essayer de répondre à cette première question, avec premièrement M. Sébastien Neuville, professeur en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Toulouse et de Sciences Po Paris. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur la philosophie du droit. Et vous faites partie du comité de direction de la toute nouvelle revue de philosophie du droit. Bruno Daugeron est également professeur agrégé en droit public, avec une spécialisation en droit constitutionnel et en droit électoral. Vous avez commis un ouvrage en droit constitutionnel aux éditions PUF. Et enfin, vous êtes aussi essayé à des ouvrages collectifs, comme celui sur le gouvernement des juges, paru aux éditions CEF en 2022. Et enfin, M. Grégoire Pupinck est docteur en droit, diplômé des facultés de droit de Strasbourg et de Paris 2. Votre thèse portait sur l'auteur de la norme bioéthique. Et vous avez fait paraître aux éditions du CERF un ouvrage intitulé « Les droits de l'homme dénaturés » en 2018. Vous êtes le directeur de l'ECLJ, donc le European Center for Law and Justice. Donc je vous remercie tous les trois d'intervenir lors de cette première table ronde. En guise d'introduction, nous partirons sur une question assez générale. Les libertés publiques ont été conçues à l'origine comme des libertés collectives. Nous pouvons le voir au travers de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou encore la Magna Carta. Mais la DEDH puis la CEDH ont permis une individualisation de ces libertés. Quelles ont été et quelles sont les conséquences de ce bouleversement individualiste en matière de protection des droits et des libertés fondamentales? Je propose à M. Neuville de commencer. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je n'ai pas l'impression que le micro fonctionne. Si, ça fonctionne, très bien. Alors, merci avant tout pour les organisateurs de cette table ronde, pour un événement qui est effectivement important. Et donc, je voudrais peut-être, pour répondre à la question, rebondir sur une dimension peut-être un peu plus philosophique, parce qu'on parle ici des libertés publiques, donc liberté collective, liberté individuelle. Je pense que c'est important d'envisager la question des libertés au sens aussi philosophique et pour voir qu'il y a des nuances qui sont assez importantes qui peuvent, je pense, permettre d'éclairer le débat sur l'individualisation des libertés. D'abord, je voudrais souligner que les juristes et les philosophes n'envisagent pas la question de la même manière. Les philosophes ont une approche qui est sans doute initialement déjà assez individuelle en réalité. La question de la liberté est une question qui concerne davantage la personne elle-même, c'est la question du libre arbitre, et donc c'est une question qui touche on pourrait dire le tréfonds de la personne, alors que les juristes ne s'intéressent pas fondamentalement à cette question. Alors, pour les philosophes, certains philosophes d'abord vont considérer que le libre arbitre en soi n'existe pas et que nous sommes déterminés. Alors je ne vais pas aborder cette question du déterminisme ici, mais c'est tout de même intéressant de souligner que finalement beaucoup de philosophes rejettent a priori la question même de la liberté pour considérer que finalement nous ne sommes pas libres en réalité, soit parce que ces philosophes sont matérialistes, c'est le cas de Hobbes en particulier, c'est le cas de Marx, c'est le cas de Freud aussi, soit parce que nous sommes soumis à Dieu qui nous détermine, et c'est le cas plus précisément de Ghazali pour l'islam, c'est le cas de Luther, c'est le cas de Spinoza aussi. Mais en dehors de ces premiers philosophes, il y en a d'autres qui vont considérer au contraire que nous sommes fondamentalement libres. Et la question, c'est de savoir quelle est cette liberté. C'est une liberté qui est extérieure ou est-ce que c'est une liberté est-ce qu'il peut y avoir des contraintes dans cette liberté? Et c'est, on peut dire, la grande distinction entre la liberté sans contrainte qui est promue par Épictète et les stoïciens, d'un côté, par Sartre, bien plus tardivement, évidemment, qui admet une liberté totalement sans contrainte, même les contraintes intérieures,
ou au contraire des auteurs qui sont plus mesurés, qui considèrent que nous sommes fondamentalement libres, mais cette liberté n'exclut pas des contraintes, qui sont des contraintes aussi bien extérieures qu'intérieures. C'est le cas de Platon, c'est le cas de Saint-Augustin, de Kant, de Hegel, on pourrait citer d'autres, saint Thomas d'Aquin bien sûr, et beaucoup d'autres. Et donc, ce que je voudrais souligner ici, et c'est un peu pour introduire les propos, c'est que cette liberté au sens philosophique n'est pas soutenue par tout le monde, elle est soutenue par certains, et c'est une liberté qui est avant tout individuelle. Ce n'est pas une liberté qui est collective, c'est l'individu lui-même qui dispose de la liberté. Alors pour les juristes, la question est un peu différente, parce que la liberté, comme je l'ai souligné, n'est pas a priori semblable, synonyme au libre arbitre des philosophes. Et cette question de la liberté est surtout une question qui devient importante avec la modernité, c'est-à-dire avec Hobbes et avec Descartes pour la France. Et c'est la question, plus précisément, des relations entre la liberté et la loi, ou bien la liberté et l'État. Et finalement, c'est pour certains, la liberté ne peut exister que parce que la loi l'admet. C'est la loi qui est à l'origine de la liberté qui va exister dans le pacte social, pour Hobbes. Il y a une liberté éventuellement dans l'état de nature, mais celle-ci ne nous intéresse plus, puisque nous basculons dans le pacte social. Et donc c'est la loi qui crée la liberté, et cette liberté qui peut être exercée par la suite. Et donc la liberté est formulée par le législateur dans un sens très large. Pour d'autres, en revanche, la liberté est antérieure à la loi. C'est donc la loi qui permet de garantir l'exercice de la liberté. Et ceci est important parce que c'est sur ce terrain-là, en fait, que l'on va se situer, avec notamment les différentes déclarations, la Convention européenne des droits de l'homme aussi, c'est-à-dire que l'on va considérer que la liberté est antérieure à une éventuelle reconnaissance juridique. Et donc, les déclarations ne sont que des déclarations, justement, donc elles reconnaissent des libertés qui sont antérieures à celles-ci. Les déclarations ne sont pas créatrices de ces libertés, et c'est la même chose pour la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça, quels sont les auteurs qui soutiennent cette conception? Eh bien, ce sont essentiellement Locke et Kant. C'est-à-dire qu'on a une approche ici qui est une approche à la fois juridique et philosophique. On se situe dans la droite ligne de ce qui est revendiqué par Locke ou par Kant. Et donc, c'est en ce sens qu'il faut comprendre notamment la notion d'état de droit. L'état de droit, c'est celui qui va garantir justement l'exercice des libertés, ce qui signifie qu'il y a un présupposé philosophique. Et donc il y a un présupposé philosophique dans les différentes déclarations et dans cette Convention européenne des droits de l'homme, avec, on peut dire, quelques conséquences qui sont positives. Je ne veux pas m'étendre davantage pour laisser le temps de parole aux autres. Des conséquences positives qui ont été soulignées dans l'introduction tout à l'heure, c'est la plus grande responsabilité des États à l'égard de chaque citoyen. C'est une protection plus importante de la vie privée, de la liberté d'expression, mais avec aussi, sans doute, beaucoup d'autres points positifs, mais aussi des défis qui sont assez importants, et notamment la nécessité de concilier les intérêts privés et l'intérêt général. Et on revient ici sur la question de savoir ce qui relève de l'individu et ce qui relève du collectif. Et puis, peut-être surtout, le risque de conflit entre des droits individuels, parce que finalement, avec ces systèmes-là, il ne subsiste que des droits subjectifs qui sont en opposition les uns à l'égard des autres, si bien qu'on arrive à une situation où, en principe, le droit est là pour pacifier les relations sociales, et désormais, on voit que le droit est plutôt, le droit lui-même, par le biais de droits subjectifs, par le biais de libertés individuelles, devient peut-être lui-même créateur de conflits. Voilà les quelques éléments que je voulais souligner un peu pour situer le cadre de la liberté, aussi bien d'un point de vue philosophique que d'un point de vue juridique, pour essayer de répondre en partie à cette première question, c'est-à-dire la question des libertés publiques
conçues comme des libertés collectives, mais la question du passage aux libertés individuelles. Monsieur Pupin. Oui, merci. Ça fonctionne aussi. Alors, effectivement, les droits de l'homme, tels que nous les connaissons maintenant, postulent la liberté et l'égalité de toutes les personnes dès la naissance. Donc liberté, égalité, qui ensuite également implique l'universalité, car si tous les êtres humains sont égaux, eh bien les droits sont universels et également partagés. Pour revenir à votre question, moi ce qui me semble être, d'une certaine manière, l'une des révolutions des droits de l'homme, elle consiste dans la relation entre la partie et le tout, entre l'individu et la société. L'affirmation de droit individuel, eh bien, s'exprime toujours à l'encontre de l'État. C'est-à-dire que la logique, le fonctionnement des droits de l'homme, c'est le droit d'un individu contre l'État, pour ne pas avoir fait ceci ou cela, ou pour avoir fait cela. Donc, dans l'équation des droits de l'homme, c'est toujours un individu contre le tout, une partie contre le tout. Donc, déjà, en soi, concevoir que la partie puisse avoir des droits contre le tout, c'est accepter que le tout puisse être disharmonieux. C'est accepter qu'il puisse y avoir des conflits, des injustices dans le tout. Si la partie peut agir en justice contre le tout, c'est que le tout peut être disharmonieux. Mais ça veut aussi dire que le tout est, d'une certaine manière, au service de la partie. Donc, dans l'équation des droits de l'homme, il y a implicitement inscrit la relation entre la partie et la société. Est-ce que la société est un tout qui englobe entièrement ses parties, de la même manière qu'une main est un tout, et chaque doigt fait partie de la main et n'est pas envisageable sans la main? On ne peut pas imaginer un doigt faire un procès à la main. Dans une famille, c'est pareil, un tout, des parents, des enfants, le tout doit être harmonieux, et on n'imagine pas, on ne peut pas d'ailleurs envisager un procès d'une partie contre le tout. Parce que le tout a sa propre finalité, et le tout est ordonné à un bien qui comprend l'ensemble des biens de ses parties. Et l'ensemble des biens des parties participe du bien du tout, constitue le bien du tout. Donc il y a, dans une conception holiste, une compréhension harmonieuse du tout, c'est-à-dire de la société, et une compréhension harmonieuse des biens. Les biens de la partie, des parties qui composent le tout, constituent le bien commun. Et le bien commun étant davantage que l'addition des biens particuliers. Et donc c'est cette compréhension holiste, harmonieuse des biens particuliers comme constitutifs d'un bien plus grand qui est le bien commun, qui effectivement ne permet pas de concevoir des droits de la partie contre le tout. Et cette conception de la société holiste, elle fait primer le tout sur les parties. De cette conception holiste, on peut déduire assez aisément des devoirs des parties à l'égard du tout. Et donc des obligations des parties à l'égard du tout, des droits collectifs, on pourrait dire un droit de l'ensemble contre des parties, à l'égard de ces parties. Ça s'est manifesté notamment pendant la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où certains régimes soviétiques faisaient prévaloir davantage le tout sur les parties. Et donc promouvaient une conception des droits de l'homme incluant des devoirs, comme on trouve des devoirs exprimés à côté des droits et libertés dans les constitutions soviétiques. Donc, conception holiste permet des devoirs, mais ça suppose que les biens particuliers soient effectivement ordonnés au bien du tout. Donc, d'une certaine manière, ça détermine un bien, et dans un régime politique, ça donne
aux personnes qui possèdent le pouvoir final la faculté de déterminer le bien ultime. Et donc ça oriente l'ensemble des biens vers un bien commun déterminé finalement par la politique. Et donc c'est évidemment extrêmement dangereux. Puisque le bien commun, ce n'est pas un bien commun tel qu'on peut le connaître par la raison, ce sera un bien commun tel que défini par des puissances politiques. Donc ça, c'est la conception holiste dans laquelle, effectivement, l'individu est inscrit et doit participer. Conception dangereuse, mais conception parfaitement harmonieuse et, d'une certaine manière, assez idéale. Puisque, selon une approche du droit naturel, on pourrait penser que si le bien commun est vraiment le vrai bien commun, et non pas une usurpation de ce bien commun à des finalités idéologiques ou purement politiques, et bien dans ce cas-là, la société fonctionne parfaitement. Et la société familiale fonctionne comme ça. Parce qu'effectivement, normalement, dans une famille, il n'y a pas trop de politique. Et donc, on vise vraiment le bien commun de la famille, qui est un bien commun assez évident. Ça veut dire que la famille soit... que les enfants grandissent, soient éduqués, que la famille ait de quoi vivre, etc. Donc, le bien commun de la famille est assez évident. Et on va différemment quand on parle au niveau de la société. Donc le risque, évidemment, c'est que l'on applique, qu'on impose une idéologie communiste, nazie, que sais-je, à la base de ce bien commun. On peut aussi noter que des régimes, comme le régime de Pinochet, par exemple, aussi mettaient en avant les devoirs par rapport aux libertés. De même la Grèce des colonies. A l'inverse, si vous estimez que c'est la société qui est ordonnée aux individus, qui sert les individus, vous renversez le système, vous dites non, c'est pas les partis qui sont ordonnés au tout, c'est le tout qui est au service des partis. Et bien dans ce cas-là, vous rendez possible l'existence de droits des partis envers le tout, ou à l'égard du tout. C'est-à-dire que les partis peuvent effectivement réclamer à l'égard du tout des droits, puisque le tout existe au service des partis. Et c'est donc là l'approche inverse qui est la base de l'individualisme et qui permet le libéralisme. Puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir des libertés individuelles contre le tout, si on considère que le tout est au service des partis. La difficulté qui reste, à partir de là, c'est de définir dans quelle mesure le tout est-il vraiment au service des partis et dans quelle mesure les partis sont au service du tout. Parce que les deux finalement coexistent. Le service militaire, évidemment, c'est un exemple, les partis sont au service du tout. Et on voit bien que la tendance un petit peu libérale individualiste moderne a conduit à supprimer le service militaire et à voir ça comme une forme de progrès. Donc la question de la répartition des biens. Quels sont les biens purement personnels qui doivent primer le bien de la société et quels sont les biens de la société qui doivent primer les biens individuels. Et c'est de cette répartition, de cette hiérarchie des biens entre les biens de la société et les biens individuels qu'on pourra organiser la primauté tantôt des droits, des libertés individuelles, tantôt du bien commun. Sachant qu'il y a des biens de différentes natures, de différents ordres, on pourra penser qu'il y a des biens qui échappent au pouvoir de l'État, par exemple les biens spirituels. On pourra dire que tout ce qui relève de la spiritualité échappe forcément du pouvoir de l'État et donc relève totalement de la liberté individuelle. Mais encore aujourd'hui, on voit bien les interférences avec le bien commun. Tandis qu'il y a d'autres biens, comme les biens de la sécurité publique, qui appartiennent entièrement au bien commun et auxquels les individus sont subordonnés. Donc toute la difficulté, c'est bien de savoir répartir et hiérarchiser les biens entre biens particuliers, biens individuels, qui méritent que l'État soit au service de la personne, et à l'inverse, biens communs, au service desquels les personnes concourent. Monsieur Dogeron. Merci. Écoutez, d'abord, je vous remercie de votre invitation. Je suis très heureux de me retrouver devant un aéropage libéral, moi qui ne le suis pas tout à fait. Mais je suis de ceux qui pensent que le libéralisme, c'est un peu comme le cholestérol, il y en a un bon et un mauvais, et aujourd'hui, c'est le bon, puisque c'est celui du libre débat. Donc c'est parfait. Premier point. Deuxième point, je suis désolé de vous montrer dans quelques instants la différence entre un juriste et un philosophe.
et combien les discussions philosophiques sont importantes, et combien vous avez découvert ma radicale incompétence en matière de philosophie, et de philosophie politique dans laquelle vous êtes parti, et pour aller davantage dans les considérations juridiques qui sont peut-être plus terre à terre. Alors, d'abord, sur la première question qui a été posée, j'ai quand même une petite tentation de revenir sur le présupposé que vous avez posé en opposant les libertés collectives du départ et les libertés individuelles de la fin. Il ne me semble pas que ce présupposé se confirme complètement, parce que quand on regarde la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y est aussi question de droits individuels et de droits personnels, autant que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Tantôt on parle de personnes, tantôt on parle d'individus. On sent bien que des droits ne peuvent s'exercer que collectivement, et on sent que d'autres doivent s'exercer individuellement, et même que l'individuel existe par le collectif et réciproquement dans une interaction assez complexe. Donc, présupposé, à mon avis, contestable, qui amène à un autre constat qui, lui, est vraiment purement juridique. C'est qu'avec la Déclaration des droits de l'homme, comme avec la Convention de sauvegarde européenne, nous avons d'abord affaire à un texte. Premier texte, on ne lui a pas reconnu une valeur juridique tout de suite, puisqu'on connaît tous les débats sur la normativité, on n'employait pas ce mot à l'époque de la Déclaration des droits de l'homme, mais on considérait que c'était avant tout un texte philosophique qui devait guider le législateur, c'était lui le seul important. Mais malgré tout, ce sont des textes. Et un texte, contrairement à l'idée qu'on en a préalablement, c'est des mots sur du papier, mais c'est un texte qui vit à travers ce que les praticiens, et les juges en particulier, vont en dire. Donc, remonter à l'origine des textes pour essayer d'en déduire une finalité première qui ne peut pas être changée est, à mon avis, une illusion. Parce que le texte vit et on le fait vivre. Les juges, bien sûr, on va en parler, mais d'abord et avant tout, les requérants, qui ne vont pas regarder de la même manière les droits qui sont inscrits en 1789 ou à partir de 1950, de la même manière à une année X et puis une année X plus 50. Donc le regard va évoluer, les conceptions vont évoluer, sans forcément que le texte, lui, le change, vous comprenez? Donc il est très difficile d'assigner un statut premier à cela. C'est la raison pour laquelle j'entendais mon collègue tout à l'heure parler effectivement de l'opposition entre est-ce que la déclaration est créatrice de liberté ou pas. Effectivement, on considère qu'elle est créatrice de liberté et qu'on doit les découvrir. Mais elle est créatrice de liberté qui vont considérablement se modifier en fonction des lectures qu'on va en faire. On ne regarde pas la Convention européenne des droits de l'homme de la même manière en 1974 qu'en 2024. Parce qu'entre 1974 et 2024, la société, les conceptions que nous avions tous ont considérablement évolué. Et donc le texte se retrouve en permanence sollicité pour lui faire dire des choses dont on n'imaginait même pas qu'elles pourraient être dites au départ, qu'on pourrait lui faire dire. Donc ça veut dire que même si les déclarations sont censées consacrer une liberté, il est très difficile d'enfermer a priori cette liberté, parce que ce sont les requérants, puis les juges qui en sont les interprètes, on reviendra sur cette notion tout à l'heure, qui vont permettre de faire émerger de nouveaux besoins, de nouvelles visions, de nouvelles revendications auxquelles on n'aurait absolument pas pensé à l'origine. Voilà. Donc ça, si vous voulez, ça me paraît essentiel, et pour rejoindre tout à fait le constat qui a été fait par les préopinants, c'est qu'avec ce constat-là, tout le monde, les gouvernants et les juges, doivent effectivement se retrouver devant un équilibre nécessaire en permanence, celui de l'équilibre entre les droits collectifs, conception holiste qu'on a évoquée, et une conception individualiste. Les droits collectifs, et puis les droits individuels, comment arriver à trouver le bon curseur entre les deux. Trop de droits collectifs, trop d'États sera considéré effectivement comme écrasant les libertés individuelles, écrasant le plus petit, qu'on appelle individu, qu'on appelle citoyen, qu'on appelle administré, et puis trop de droits individuels, et à ce moment-là, c'est la mort de la puissance publique qui n'est plus capable d'imposer ses commandements dans un intérêt général
qu'on peut appeler bien commun ou autre chose selon la conception qu'on en a. Et je m'arrête là pour vous dire simplement qu'il me semble que la recherche de cet équilibre est plus subtile qu'on ne pense, parce que nous n'en avons qu'une vision tronquée par rapport à quelques affaires, puisque c'est le thème aujourd'hui qui nous vient de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne. Et que la Cour, sans doute critiquable, sera la première à vous dire qu'elle veut respecter cet équilibre. Et que devant la Cour européenne des droits de l'homme, il y a plus de rejet que d'acceptation. Et qu'ensuite, pour bien comprendre comment on arrive à cet équilibre, il ne suffit pas de se contenter de principes généraux, il faut aller voir les décisions, il faut aller voir les faits. Et regarder comment le juge essaye de trouver cet équilibre, pas forcément de manière neutre, toujours éventuellement contestable, mais en tout cas, à aucun moment, il me semble, qu'aucun juge, en tout cas publiquement, parce qu'il y a des activistes aussi, vont revendiquer de dire non, non, nous ne faisons que défendre les droits des individus. C'est pas vrai, et la première à le dire, à refuser de dire ça, c'est précisément la Cour européenne des droits de l'homme et les juges, notamment les juges français, qui prennent bien soin de le préciser. Voilà. Oui, peut-être, effectivement, bon, je suis bien d'accord avec vos remarques. Tout est question d'équilibre. Toutefois, je me demande si l'équation en fait, des droits de l'homme n'est pas déjà au départ déséquilibrée. Ça veut dire lorsque vous considérez le raisonnement que l'on emploie pour juger l'existence d'une violation, un requérant va donc prétendre effectivement que telle ou telle action de l'État a porté atteinte à ses droits et libertés. Bon. Et donc, lorsque vous introduisez votre cause, et lorsque le juge la regarde, est-ce que les deux parties, ça veut dire liberté individuelle et action de l'État, sont à égalité dans l'équation du raisonnement? Bon, il me semble que non. Pourquoi? Parce que dans l'équation, vous avez d'une part donc l'affirmation individuelle du droit ou de la violation, de l'ingérence, et en face, vous avez les motifs pour lesquels l'État peut exceptionnellement réduire l'expression des droits et libertés. Donc d'un côté, vous avez la liberté individuelle, qui est considérée a priori comme légitime, qui n'est jamais mise en cause. Tout ce qu'on regarde, c'est si elle tombe, par chance, dans le champ des droits et libertés garantis, sachant que ce champ est extensible en fonction des époques, des interprétations, etc. Donc vous avez l'affirmation d'un droit ou d'une liberté, qui est en fait une affirmation d'une volonté individuelle. J'affirme que telle chose est ma liberté, et je prétends que ça tombe dans le champ de l'article 2, 3, 8, le plus souvent. Si ça tombe si les juges estiment que ça tombe dans le champ de l'article 8, alors c'est légitime a priori. Et on ne questionne pas. La question de la GPA, par exemple, tombe dans le champ de l'article 8, on ne questionne pas la légitimité en soi de la GPA, dès lors qu'on considère qu'elle rentre dans le champ de l'article 8. Par contre, en face, l'État, lui, il est considéré, à l'inverse, comme a priori illégitime. C'est lui qui doit apporter la preuve que son action était nécessaire, absolument nécessaire, était proportionnée. Or, les motifs que l'État peut invoquer, quels sont-ils? Ce sont précisément ses biens communs. La santé, la sécurité, etc. Ce sont des biens communs qui sont à droite de l'équation, qui sont considérés comme a priori négatifs, a priori des entraves, il y a un a priori négatif. Il faut que l'État démontre leur nécessité, leur proportionnalité, leur légalité. À l'inverse, l'affirmation de la volonté individuelle, elle est a priori jugée bonne et non questionnée, dès lors qu'elle rentre dans le champ. Donc l'équation que l'on pose au départ n'est pas, on va dire, équilibrée. Elle a un a priori, elle est en faveur, a priori, de l'affirmation de l'individu, et l'État est toujours considéré comme suspect a priori et doit démontrer. Voilà. Donc ça, c'est effectivement l'équation et qui me semble être importante à comprendre pour voir que le système
lui-même est foncièrement individualiste et libéral. Dans sa structure même, les biens communs sont nécessairement considérés comme des entraves pouvant parfois être légitimes. Je ne sais pas s'il veut répondre sur ça. Sinon Rapidement, mais je veux monopoliser la parole. Deux petites remarques. Ben oui, effectivement, la Convention européenne des droits de l'homme, elle a été faite pour ça. Hein. Donc, je ne voudrais pas vous faire de peine à tous, mais si on le découvre aujourd'hui, et à chaque fois que la Cour rend des arrêts, on est tous en train de... Elle a été conçue pour ça. Donc, il n'y a pas grand-chose d'étonnant à cette affaire. Sauf que, y compris dans la Convention européenne, il existe quand même des possibilités, certes, de défense de la puissance publique, parce que même parler d'État, étant donné qu'on a 47 pays et que finalement on a du mal à trouver le concept commun, il existe toujours des possibilités, des arguments, des situations, des oppositions que peuvent soulever ceux qu'on considère comme la puissance publique pour justifier d'une position qui serait attentatoire à un des articles. C'est marqué dans les articles. Bon, voilà. Ensuite, c'est une question d'équilibre, mais évidemment, il y a un a priori favorable. Quant au fait, on attend de voir si ça tombe dans le champ pour voir si c'est légitime. Moi, j'ai envie de dire que c'est pire que ça. À partir du moment où ça tombe dans le champ, c'est légitime, et qui va décider de tomber dans le champ? C'est le juge lui-même. Donc il n'y a pas un champ naturel qui existerait par l'opération du Saint-Esprit auquel on voudrait conformer des droits. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'interprète de la Convention qui va regarder ce nouveau droit et qui va en faire, lui, un droit opposable par le fait qu'il considère entrer dans cette catégorie. Voilà. Mais il est évident que la Convention européenne de sauvegarde, comme d'autres textes à vocation humanitaire, partent du présupposé qu'il y a un petit et un gros, il y a un fort et un plus faible, et que c'est plutôt les droits du plus faible qu'elle est faite pour protéger, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire non plus, même si on peut être très critique, que c'est systématiquement dans ce sens que ça se fait. C'est vrai, et même si, effectivement, le présupposé libéral est rarement interrogé, parce que c'est pas fait pour ça. Je rebondis juste sur deux petites questions qui ont été envisagées. Alors, c'est la question de l'interprétation. Je pense que c'est une question sur laquelle je voulais revenir plus tard dans les questions, mais je pense qu'elle est déjà arrivée. Elle est déjà arrivée au cours du débat. Donc, la question de l'interprétation, c'est-à-dire on a un texte, effectivement, donc on a la révérence française à l'égard du texte, donc le texte, on a tendance à le regarder comme étant définitif, mais ensuite, il y a l'interprétation qui en est faite. Alors, l'interprétation qui peut être faite par toute une série de personnes, par la doctrine, et notamment par les juges. Bon, et alors c'est là que se posent quand même des questions, c'est jusqu'où doit aller cette interprétation? Est-ce que c'est une interprétation qui doit être créatrice? Et c'est un peu l'impression que cela peut donner à l'heure actuelle. Et donc, il y a un texte qui a été décidé initialement avec, je pense, une réflexion terminologique, où on a vraiment voulu, de manière diplomatique, dire les choses de manière assez précise. Est-ce que cela autorise un juge à interpréter ce texte, à aller finalement bien au-delà de ce qui a été prévu? Alors, on a beaucoup d'autres exemples. Le Code civil, l'ancien article 1384, alinéa 1er, pour ceux qui s'en souviennent, qui a été totalement interprété en dehors du contexte initial. Et je pense que c'est une question qui est assez essentielle, qu'on retrouve à l'heure actuelle avec la Constitution américaine aussi. C'est quelle est la part d'interprétation? Alors évidemment, l'interprétation, quand on interprète, on interprète un peu à sa manière tout de même. Et on interprète avec ses propres présupposés, qui sont des présupposés que l'on a, parce qu'on a telle ou telle conviction, telle ou telle conception de la vie, des relations sociales, des relations humaines. Dans quelle mesure est-ce que je peux interpréter finalement? Et c'est pour cela qu'il y avait une question, je ne sais pas si c'est celle-là, j'anticipe sur les questions, mais tout est un peu dans tout de toute façon, c'est la question, la question le gouvernement des juges, effectivement. Donc est-ce que les juges finalement peuvent aller au-delà de cette interprétation qui est une interprétation par rapport à ce qui a été prévu initialement? J'avais une deuxième remarque peut-être avant, je ne sais pas, pardon. Parce que vous évoquiez tout à l'heure, ça m'a beaucoup intéressé la question des relations entre le tout et la partie. Alors c'est une question qui est quand même très ancienne, qui a déjà été évoquée par Aristote, sans faire référence d'ailleurs à des droits et des devoirs de part et d'autre. C'est par le biais des relations. On a des relations qui peuvent exister entre les individus eux-mêmes, donc ce qui relève de ce qu'il appelle la justice corrective,
et ce qui relève des relations entre le tout et la partie, la justice distributive. Donc ce sont des choses qui, en soi, d'un point de vue philosophie, d'un point de vue juridique, existent, on pourrait dire, depuis les origines de ces questionnements. Oui, il y a eu le questionnement, je crois que c'était entre Maritain et Conin, dans les années 30, c'est ça, il y a eu toute cette question qui était soulevée sur la primauté du bien commun, ou au contraire, le personnalisme qui a affirmé à l'inverse. Donc cette question des rapports, et savoir qui est ordonné à quoi et dans quelle mesure, effectivement, c'est très ancien. Mais c'est quand même, effectivement, je pense que pour la société actuelle, c'est un élément essentiel, qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une approche plus de la primauté de l'individu. Juste encore un point sur l'interprétation, bon, on va y revenir, je vous laisserai, enfin c'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. Je pense qu'on va passer à la deuxième question, parce que vous parliez justement du rejet possible des libertés individuelles par certains États, ce qui peut être possible. Et à l'échelle de la Convention, enfin de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, certains États rejettent cette portée individuelle des droits. On peut citer la Russie avant son exclusion, l'Albanie, l'Azerbaïdjan, la Pologne. Et comment peut réagir le juriste face à ce rejet de certains États des libertés individuelles et de la portée individuelle des libertés garanties par la Convention? Alors, juste un point sur l'interprétation. Dans le préambule de la CEDH, il est quand même dit que le juge doit garantir et assurer le développement. Donc il y a cette notion de développement qui est présente dans le préambule de la Convention européenne, et donc c'est là-dessus que le juge s'appuie pour interpréter de façon dynamique. Et ça renvoie à la question plus générale du progrès des droits de l'homme. Bon, ça c'est à partir. Sur les États qui n'appliquent pas... Bon, je crois que c'est mon point de vue, c'est que il y a deux présupposés. Les droits de l'homme, effectivement, d'une part, ce sont ce qu'on a dit, les présupposés libéraux individualistes. Deuxième présupposé, c'est la primauté d'une forme de morale sur la politique. C'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est un ensemble de principes moraux que les États, que les gouvernements, les politiques acceptent, auxquels ils acceptent de se soumettre. Donc c'est effectivement la réaffirmation, ou l'affirmation après la Seconde Guerre mondiale, de la primauté de quelques principes moraux sur la politique, au sens noble ou au sens vulgaire du terme. Et donc, il s'agit non seulement d'accepter en soi les principes, ça veut dire effectivement liberté d'expression, les principes libéraux, mais il faut aussi accepter que la politique soit soumise à ces principes. Et elle est soumise à ces principes par le biais de construction juridique, en particulier l'état de droit, et ensuite toutes les institutions internationales, qui assurent effectivement cette subordination de la politique à la morale. Or, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement certains pays veulent bien signer tout ce qu'on leur propose, tout ce qu'on leur présente, comme déclaration universelle des droits, comme déclaration régionale des droits, mais ils ne sont pas prêts à accepter l'autre aspect, qui est la subordination du politique à la morale, par le biais de l'état de droit, et en particulier d'instances internationales, de règlements des contentieux. Alors, voilà, ensuite, cela est renforcé évidemment, donc à l'égard de pays plus ou moins autoritaires. Vous avez cité la Russie, mais on peut aussi citer largement la Turquie ou l'Azerbaïdjan, qui effectivement, eux, font primer la politique sur la morale. Et ensuite, vous avez l'aspect supplémentaire, qui est qu'il y a des pays qui n'acceptent pas non plus complètement les principes. Et donc là, on passe plutôt au niveau universel, où vous avez toutes les déclarations de droits dans les pays musulmans, islamiques, etc., où là, vous avez une réinterprétation des principes à l'aune de la charia. Donc c'est les deux aspects, acceptation des principes, acceptation de la structure. Ça peut être difficile sur les deux. Et comment répondre à cela? Je pense que s'agissant de l'Occident, puisque c'est quand même, tout cela est quand même sorti de la culture occidentale, je pense que l'Occident est arrivé à une forme d'accord universel avec la Déclaration universelle, à minima, en conservant, en affirmant des principes qui sont principalement dérivés du droit naturel, qui est donc universel. Si l'Occident veut interpréter les droits de l'homme de façon outrancière aux yeux des peuples traditionnels, il est évident qu'on n'aura plus d'accord. Et je suis convaincu que ce qui a causé le plus de tort à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est son interprétation de certains droits qui a choqué les cultures d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Et que la vraie crise, on va dire la vraie cause de la fragilisation de la CEDH,
c'est son interprétation à l'encontre du consensus. Et donc finalement, à vouloir trop faire progresser les droits de l'homme selon une conception occidentale, eh bien, on a détaché le train, et derrière, les autres pays, effectivement, nous laissent partir en avant et font leur chemin. Alors, pardon. Donc, oui, alors, la question d'interprétation, alors, pour moi, la Cour européenne des droits de l'homme, alors c'est avec une autre casquette que j'ai qui est plus, on pourrait dire, commercialiste, j'ai tendance à l'envisager un peu comme une cour d'arbitrage. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une cour d'arbitrage? En fait, on y adhère volontairement. On y adhère volontairement, et dès lors qu'on adhère volontairement à cette cour, eh bien, on accepte la sentence. On peut dire, c'est pacta sunt servanda, donc très bien, je me suis engagé, j'accepte la sentence. Alors, j'accepte la sentence, mais dans une certaine mesure, parce que je suis engagé pour une opération déterminée, une sentence déterminée. Si finalement avoir recours à la cour d'arbitrage me pose des problèmes, peut-être que je me trouverai un juge quelque part qui correspondra davantage. C'est un peu, je pense, l'un des risques ici avec la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que quelqu'un qui va être, je ne prends pas parti, je dis de manière générale, quelqu'un qui va être condamné pour une chose, mais qui considère que ça ne correspond pas à ce qu'il pouvait attendre initialement par rapport à l'adhésion qu'il avait donnée lorsqu'il avait intégré, il avait signé son adhésion à cette convention. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout à fait possible, en fait, de sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je pense que, à force d'aller peut-être trop loin sur certains sujets, le risque, c'est que certains États, effectivement, vont dire, écoutez, moi, je ne me sens pas concerné par tout ça, et donc je m'en vais. Et alors, finalement, avec une interprétation qui sera parfois tellement extensive, on va arriver à cette solution curieuse, et qui n'est certainement pas voulue par les juges, c'est de pousser certains, finalement, à se retirer de l'adhésion. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on va faire perdre, alors certains diront, la cause des droits de l'homme sera affaiblie. Eh bien, je pense que c'est un des risques qui se présentent à l'heure actuelle. Oui, je partage tout à fait les opinions, absolument à 100% des deux préopinants. Je pense que là, on a mis le doigt sur l'essentiel. Une fois qu'on refuse de trancher la question, est-ce que les droits de l'homme, c'est bien ou c'est pas bien, c'est bon ou c'est pas bon, c'est indécidable. C'est indécidable du point de vue philosophique. Chacun a sa position sur le sujet. Alors, je me souviens d'un article de Marcel Gauchet dans les années 80, les droits de l'homme sont-ils une politique? À mon avis, non. Mais d'autres pensent que oui. Quelle est la bonne solution? Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Jusqu'où doit-on défendre? Je pense, je ne vais pas trop développer maintenant, mais je pense que tout ça, c'est une affaire d'équilibre, et on commence à venir doucement caresser le point essentiel, qui est le rôle du juge et la manière dont il doit intervenir dans un équilibre d'ensemble. Voilà, dans un équilibre d'ensemble. Et si le juge est tenté par une sorte d'activisme de rompre cet équilibre, pas parce qu'il l'interprète, il est forcé d'interpréter, mais par la signification normative, c'est-à-dire les conséquences concrètes de cet universalisme abstrait. S'il est tenté d'aller trop loin dans les conséquences concrètes de cet universalisme abstrait, ça n'ira pas, parce que justement, la question que refusent de se poser les Occidentaux, c'est notre conception de l'universel est-elle universalisable aux autres? À mon avis, non plus. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien, effectivement, ils sont en train peut-être de scier la branche sur laquelle ils sont assis, tout simplement. Voilà. On sait comment ça commence et on sait aussi comment ça finit. C'est-à-dire, on exporte les droits de l'homme à coups de bombe. Et à ce moment-là, vous avez du mal à convaincre que, au nom du droit, c'est très bien. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, on en parlera tout à l'heure, il y a une réflexion à mener, et je pense que les juristes, et en particulier les juristes et les facultés de droit, portent une responsabilité qui n'est pas mince dans cette affaire. En droit, en France, pas seulement en France, sur la manière de voir le monde à travers le droit. Ce que j'appelle la vision juridictionnalisante du monde. Et ça, c'est un danger qui me paraît fâcheux. Ce sont des publicistes. Pas seulement, hélas, mais ils sont effectivement l'avant-garde.
vous voulez répondre, monsieur? Oui, je dirais. Alors, est-ce l'universalisme des... Bon, c'est vrai que ce sont les pays occidentaux qui ont développé les droits de l'homme, largement issus de la pensée du droit naturel aussi, qui se conçoit comme étant universel. Nous avons eu un moment de puissance après la Seconde Guerre mondiale qui nous a permis d'établir un système, un ordre et des textes qui se présentent comme étant universels. Malgré tout, moi je passe quand même beaucoup de temps à Genève, aux Nations Unies, et donc je vois quand même que tous les pays, même les dictatures, se réclament des droits de l'homme, généralement. Donc même ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme s'en réclament. Donc il y a quand même une universalité, on va dire, de décence. La décence, au sens britannique, est quand même là et partagée. Donc il y a quand même une universalité, parce que les besoins humains sont les mêmes. Là où il n'y a plus d'universalité, c'est effectivement quand on entre dans le postmodernisme et ce qu'on connaît en Europe occidentale et sur les campus américains, où là, effectivement, ce n'est plus du tout suivi et c'est cause de dissension. Ce qui est regrettable, c'est que les activistes occidentaux de cette nouvelle forme de culture sont aussi très présents dans les institutions de protection des droits de l'homme et utilisent ces institutions pour diffuser leur idéologie. Alors ça, c'est parce qu'effectivement, l'un des meilleurs moyens de diffuser son idéologie à travers les États, c'est par le biais des instances internationales de protection et de définition des droits de l'homme. C'est en redéfinissant les droits que vous diffusez votre idéologie. Et le meilleur moyen, c'est par Strasbourg et par Genève. Et effectivement, c'est un fait que ces institutions sont utilisées pour cela, et il y a une forme de résistance, mais la résistance est assez inégale, puisque les pays qui résistent sont aussi souvent les pays les plus pauvres, et donc bien sûr ça rend les choses difficiles. Ensuite, il y a bien ancré dans la culture de ces institutions, est-ce que c'est du néocolonialisme, ou est-ce que c'est un reste de notre mission civilisatrice, mais il y a quand même toujours l'idée de l'éducation. Ces instances, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, depuis son élargissement et la chute du communisme, s'est retrouvé, on va dire, une vocation dans le fait d'éduquer les pays d'Europe centrale, en particulier la Commission de Venise notamment, mais d'autres institutions, aux valeurs occidentales. Et donc, l'idée que les pays comme la France, finalement, n'ont pas vraiment besoin d'être dans la CEDH. Parce que chez nous, les droits et les libertés sont quand même assez bien garantis. Nous avons de bons juges, n'est-ce pas? Nous avons une bonne profession. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment besoin pour nous. Mais on le fait, on se prête au jeu. Parce qu'en fait, le but, c'est pas tant pour nous. Le but, c'est plutôt pour l'Albanie, pour la Bulgarie, pour la Roumanie, pour la Turquie, on espère encore. Mais voilà, donc finalement, nous, on y participe, c'est plutôt, voilà, on participe au jeu pour apprendre aux autres à jouer. Mais on n'a pas grand intérêt. Donc l'apport du système, et tout le système normatif du Conseil de l'Europe, toutes ces recommandations, tous ces documents adoptés par le comité des ministres, eh bien, c'est de la pédagogie. On crée du droit mou pour enseigner à ces nouveaux venus. Et ils s'en rendent bien compte. Je crois qu'il y a un Hongrois ici dans la salle. Voilà, le Conseil de l'Europe sert à faire l'éducation des Hongrois. Et je pense que vous l'avez compris récemment. Pareil pour les Polonais. Lorsque on explique à ces pays comment s'organiser, lorsque on explique à la Roumanie comment organiser son système pénitentiaire, etc., c'est de la pédagogie. Donc cette idée d'éduquer, c'est central. Et je suis convaincu que le rôle premier du Conseil de l'Europe, actuellement, enfin depuis les 20 dernières années, c'était ça. Servir à éduquer les pays d'Europe centrale. Alors nous y participons, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, mais nous, vraiment, on n'accepte pas trop d'être condamnés. L'Angleterre n'accepte très peu qu'on lui fasse des leçons. D'ailleurs, depuis qu'elle râle, elle est moins sanctionnée. Voilà. Donc et cet aspect pédagogique, éducatif, on le retrouve aussi au niveau universitaire.
universel, évidemment. Simplement pour abonder dans le sens, quelques chiffres, ça ne marche plus. Si, c'est en dessous, vous pouvez appuyer en dessous. Ah, je vais appuyer en dessous, pardon. Là, ça marche. Voilà, c'est bon. C'est bon, voilà. Oui, quelques chiffres simplement pour qu'on se rende compte, effectivement. Les pays qui sont systématiquement condamnés, en tout cas plus condamnés, c'est la Russie, l'Ukraine, la Turquie, la Roumanie, l'Italie. Parfois la Turquie, 20 000 affaires en stock, semble-t-il, quand en France, il y en aurait 600. Et les condamnations de la France représentent simplement 1% des condamnations qui sont prononcées devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc effectivement, la dimension que vous avez évoquée est absolument fondamentale. Il doit être intégré dans le regard qu'on a sur la production normative. Simplement, effectivement, quand nous on est condamné pour quelque chose, ça fait beaucoup de bruit, parce qu'on trouve que c'est abusif. Nous avons évité d'aborder cette notion, mais je pense que c'est le moment d'y aller, le gouvernement des juges. On peut le remarquer au travers, et c'est saillant, au travers de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'article 8 de la Convention, qui porte sur le droit à la vie privée familiale. Parfois, ces interprétations et ces condamnations vont à l'encontre de la souveraineté des États et des positions souveraines des États sur certains sujets comme la GPA, par exemple. Est-ce que dans ce cas précis de la jurisprudence de la Cour, c'est de l'article 8, on ne pourrait pas parler d'un gouvernement des juges? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait l'éviter, M. Daugeron? Alors, beau sujet, très compliqué, ça va impliquer de se laisser dépayser quelques instants. Alors, si je devais dire les choses de manière marketing, si vous voulez, et rapide, je dirais non. Non, parce que la notion de gouvernement des juges n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un rôle discursif. Et elle n'a pas de sens, pourquoi? Parce que veut dire, d'abord, gouvernement des juges, c'est toujours porté comme une accusation de mal faire, de gouverner à la place de quelqu'un d'autre. En fait, il faut d'abord se poser la question de savoir ce que c'est que gouverner, qu'est-ce que c'est que gouverner? Si gouverner, c'est décider, je suis désolé de vous l'apprendre, de vous le redire, parce qu'on ne le dit pas assez dans les facultés de droit. Le juge passe son temps à le faire. Et je dirais même qu'il a été créé pour ça. C'est son rôle. Un juge, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on enseigne trop souvent, un organe qui est à l'écart du système politique, ou du système institutionnel, ou du système de gouvernement. Il est dedans. Il est dedans. Il participe à l'équilibre du tout. Et non seulement, c'est normal qu'il le fasse, mais je vais encore vous dire quelque chose qui pourra peut-être vous choquer. Je dirais que c'est le premier à le faire, et que de tous les pouvoirs, de tous les organes, c'est le plus important, pour une raison très simple qui nous ramène à ce qu'on disait au début. C'est que si les textes, sur la base desquels on part, eh bien, si ces textes... Non, non, ça a encore lâché. Pardon. Si ces textes donc, sont d'abord des mots sur du papier, eh bien, il va falloir leur donner un sens. Il va falloir dire ce qu'ils veulent dire. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Et contrairement à ce qu'on pense, vous avez un texte dans la déclaration, prenons la Convention de sauvegarde européenne sur le procès équitable, très bien, comme ça, spontanément, on voit tous à peu près ce que c'est que le procès équitable. Parce qu'on a tous, in petto, une idée de l'équité. Mais quelles sont les conséquences juridiques concrètes de l'équité? Qu'est-ce que ça veut dire procès équitable? Quelles normes contraignantes de permission, d'interdiction, d'habilitation, de qualification on peut faire naître de ce mot? Il va bien falloir que quelqu'un nous le dise. Et les rédacteurs de n'importe quelle convention, de n'importe quelle loi, n'ont pas besoin de dire de toute façon qu'il faut que ce soit une interprétation dynamique, parce qu'elle le sera par nature dynamique. Parce qu'il y a toujours 3 étapes dans une interprétation. On doit d'abord déterminer quelle est la norme applicable. Et puis ensuite, on va savoir quel est l'énoncé, quelles normes concrètes peuvent être tirées de ça, procès équitable, vie familiale normale. Et puis ensuite, on va l'appliquer à une situation concrète de laquelle on est saisi et qu'on ne pouvait pas anticiper. Surtout 20, 30, 40, 50 ans après. Donc, s'étonner que
les juges soient amenés à interpréter, à donner la signification normative des énoncés, à rendre vivant le travail du législateur, du constituant, des co-contractants ou des parties à un traité, c'est s'étonner du fonctionnement même du droit, voilà, à mon sens. Mais pourquoi en est-on arrivé là, et je termine? On en est arrivé là parce qu'on a donc perdu l'idée qu'un système politique c'était un tout, et que les juges jouaient un rôle dans ce tout. Parce que si vous ne voulez pas de gouvernement des juges, je vais vous donner une solution très simple. Pour qu'il y ait un gouvernement des juges de la Convention européenne des droits de l'homme, il faut d'abord qu'il y ait une Cour européenne des droits de l'homme. Et pour qu'il y ait une Cour européenne, il faut d'abord qu'il y ait une convention. Et pour qu'il y ait une convention, il faut que tout le monde les ratifie. Voilà. Donc si on ratifie un texte, il ne faut pas s'étonner et qu'on crée une juridiction, il ne faut pas s'étonner que le juge produira la norme. Même s'ils s'autocontrôlent, parce qu'ils sont les premiers à dire qu'ils veulent pratiquer le self-restraint, mais ils sont aussi les premiers à dire que ce qui est la spécificité d'un juge, c'est qu'il n'est pas maître des saisines qui viennent à lui. Il ne s'auto-saisit pas. Ça peut ne pas empêcher une part d'activisme, mais il ne s'auto-saisit pas. Alors comment en est-on arrivé là? Très rapidement. Est-ce que pour autant, on ne peut pas considérer qu'il y a des abus? À mon avis, l'abus et le gouvernement, je n'aime pas cette expression, mais disons le déséquilibre dont on a parlé tout à l'heure arrive à partir du moment où on a tous en tête que de tous les organes, législatifs, exécutifs, le moins dangereux, c'est encore le juge. Ce serait le plus sage, le plus rationnel. Le juge ne saurait mal faire. Parce qu'il lit Le Monde, parce qu'il écoute France Inter, que sais-je, des choses comme ça. Mais ça, évidemment, c'est une idée fausse. Une idée d'ailleurs que ne revendiquent même pas certains juges, qui tentent de vous expliquer qu'ils sont au contraire sur la réserve. Bien sûr. Et donc, à mon sens, je pense que l'idée qu'il faut essayer de remettre en cause, c'est l'idée que de tous les organes, le moins dangereux ou le moins activiste, ou celui qui pourrait faire le moins mal, est le juge. À mon avis, non. Mais en même temps, il faut éviter d'enseigner sans doute le contraire. Voilà. En envisageant le droit uniquement à travers la jurisprudence en particulier, qui est un présupposé implicite complet de tout l'enseignement de nos facultés, où on considère qu'enfin l'oracle a parlé, sans considérer qu'il peut lui aussi se tromper, bien sûr. Alors, sur la question du juge. Alors, le juge, en fait, quel est son rôle exact? C'est de répondre à un cas particulier. Bon. De répondre à un cas particulier. Or, vous avez souligné, je pense, la difficulté, c'est que le juge, c'est vrai qu'il répond à un cas particulier, mais si on insiste trop sur la jurisprudence, les évolutions de la jurisprudence de manière abstraite, effectivement, on aboutit à autre chose, c'est la création, une source de droit qui est créée par les juges. Bon. Mais le juge, lui, dans sa décision, normalement, logiquement, ce qu'il a en tête, c'est ce cas particulier qui lui est soumis par quelqu'un qui le saisit parce qu'il a une difficulté. Le problème, c'est que ces décisions, après, sont rassemblées. Je me suis plongé ces jours-ci dans tout ce qui était Cour européenne, droits de l'homme, etc., pour regarder de manière plus précise. On voit effectivement qu'il y a des recueils qui sont faits pour bien montrer que, c'est comme cela qu'à l'avenir, ce sera décidé. Donc ça veut dire que finalement, le cas particulier devient en réalité un cas général. Alors, ça renvoie à une autre question, c'est finalement quel est le rôle du juge en dehors de ça, rendre un cas particulier. Mais ensuite, alors vous disiez, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que le juge a un pouvoir qui est important, mais le juge, en fait, il n'a pas de pouvoir. C'est la grande différence entre l'autorité et le pouvoir. Il n'a pas de pouvoir, le juge. C'est pas lui qui fait exécuter les décisions. C'est notamment dans l'hypothèse française, c'est le pouvoir exécutif qui va faire exécuter. Le juge, lui, il n'a que son autorité. Le problème, c'est qu'il a une autorité qui vient du fait qu'il est juge, et j'aurais tendance à dire, il ne doit pas aller au-delà de la mission qui est la sienne, qui est d'être juge, donc de trancher un cas particulier. Et ce que l'on observe tout de même, c'est que le juge, pas simplement le juge de la Cour européenne des droits de l'homme, peut avoir tendance à considérer que finalement sa mission est une mission évangélisatrice, une mission transformatrice, une vision qu'il doit changer la société. Et donc se détacher finalement de la mission qui est la sienne. Alors, je pense... alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'article 8, j'ai regardé aussi finalement l'immense majorité des cas, je crois que c'est 55% des cas concernent l'article 6, paragraphe 1er, donc le droit à un procès équitable, qui effectivement, quand on regarde en arrière, depuis 20 ans,
les changements ont été assez importants, avec, alors que ce soit d'ailleurs par les juridictions françaises qui appliquent directement la Convention ou par la Cour européenne de l'homme. Ça, c'était une parenthèse supplémentaire. Oui, merci. Alors, moi, ce que j'ajouterais en réponse à la question sur le gouvernement des juges, pour moi, effectivement, bon, le gouverner, c'est orienter, alors que ce n'est pas appliquer. Normalement, le juge applique et le politique oriente, même si dans son application, évidemment, le juge peut avoir envie d'orienter le sens de la compréhension, de la connaissance des droits, puisque le droit de l'homme se distingue du droit positif applicable seulement aux questions d'équité, puisque les droits de l'homme définissent non pas ce qui est juste, mais ce qui est bien, à la différence de l'équité qui définit ce qui est juste. Or, le bien, est-il bien de pouvoir, par exemple, bénéficier d'une assistance au suicide? Voilà, ça c'est une question qui est posée à la Cour européenne. Est-ce que c'est bien? Je ne demande pas si c'est juste, parce que ça, à la limite, il n'y a pas de réponse. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un caractère de la nature humaine? Est-ce que c'est bon pour la personne? Bon. Donc le bien, effectivement, c'est différent de l'équité. Le juge, on va dire ordinairement, le juge ordinaire national, il traite des questions d'équité. Le juge des droits de l'homme, il traite des questions de morale. La morale porte sur le bien. Et le bien, effectivement, ça évolue. La compréhension du bien change. Ça, c'est un aspect. Donc, ce faisant, effectivement, on oriente, puisque la morale, c'est bien plus profond que l'équité. Ensuite, le gouvernement des juges, en confiant à des instances internationales la mission de garantir le respect de normes morales et de les appliquer à travers toute une série d'affaires, de cas, on voit apparaître très clairement un corpus de normes de nature secondaire, jurisprudentielle, qui entre vraiment dans le détail de l'application de ces normes. Donc il y a maintenant, évidemment, au sein de la CEDH notamment, mais on peut dire cela de toutes les instances internationales, un corpus de normes générales, tirées de cas particuliers, selon l'approche, on va dire, de common law. Donc des normes générales tirées de cas particuliers, et on fait le travail des juristes est de faire un effort pour rendre ces normes cohérentes, former un véritable magistère cohérent qui est détaché de la réalité nationale, puisque une affaire jugée contre la Bulgarie, le principe qui va en être tiré sera aussi applicable contre l'Angleterre, l'Espagne ou la France. Donc un détachement du cadre national, et donc finalement une norme quasiment pure qui se veut finalement universelle, parce qu'elle est juste en elle-même, elle se veut bonne en elle-même, puisqu'elle est la correcte interprétation d'une norme elle-même aussi universelle, qui est une norme morale. Par définition, les normes morales sont générales. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a, à travers la CEDH, et ensuite à travers toutes les instances productrices européennes et internationales, une vraie coopération. On se cite mutuellement, on s'appuie les uns sur les autres, Commission de Venise ici, Cour là, Comité des droits de l'homme à Genève, différents comités spécialisés, Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et donc il y a un maillage des instances internationales de protection et de définition des droits de l'homme qui essayent de former un magistère cohérent. La légitimité de ce maillage, c'est pas tant de savoir si la Cour de Strasbourg est une vraie cour par rapport au Comité des Nations Unies qui n'est qu'un comité qui n'est pas une juridiction. La force de ce maillage, c'est la cohérence du magistère qui en est issu et son universalité. C'est lorsque la Cour interaméricaine cite la Cour européenne. Là, le droit des droits de l'homme devient universel. On peut prétendre. Ou la Cour africaine. Donc, le gouvernement des juges, en fait, c'est pas tant savoir si le juge décide, non. Le gouvernement des juges en domaine des droits de l'homme, c'est la constitution au plan européen, régional, régionaux, puis mondial, d'un magistère commun des droits de l'homme. C'est là le vrai gouvernement. Ça veut dire que c'est la création d'un magistère universel, commun des droits de l'homme,
auquel, effectivement, fondé sur une légitimité purement rationnelle, la puissance de la norme en elle-même, parce qu'elle est convaincante, qui domine le politique. Parce que le politique, c'est quoi? C'est pas du rationnel. Le politique, c'est du populiste, bien souvent. C'est l'électif, c'est du quantitatif, c'est combien de votes. Ça n'a rien à voir finalement avec le droit. Être élu à une élection, ça n'a rien à voir avec le droit. Par contre, émettre des normes qui sont reconnues universellement par ce jeu, ce maillage des institutions comme étant valides, là, vous avez effectivement une domination des experts et des juges sur le politique. Merci messieurs. Quelles seraient, selon vous, les améliorations que nous pourrions apporter à la Convention et au fonctionnement de la Cour pour assurer une meilleure protection des libertés tant collectives qu'individuelles? Alors, comme je n'ai pas forcément d'idée très précise sur cette question et que moi je refuse par principe de donner des solutions techniques à un domaine que je ne connais pas assez, je laisse mon collègue, je fais brillant en parler tout à l'heure. Simple petite réaction, mais qui est en lien quand même. Pour que tout ça se produise et pour que ce système existe, il faut quand même qu'on ait créé ces juges et qu'on les reconnaisse comme étant légitimes. Je ferai observer quand même, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que les juges de la Convention européenne des droits de l'homme, ils sont désignés par les gouvernements, et plus exactement par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, composée de délégations des parlements nationaux. C'est donc le pouvoir politique qui va leur donner. Vous comprenez? Donc c'est pas les juges, un juge qui décide du jour au lendemain de s'auto-habiliter, c'est que c'est un organe qui est créé, il n'est pas tombé du ciel, c'est pas un phénomène naturel. Alors qu'ensuite, derrière ça, à l'évidence, vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure, une sorte d'idéologie juridictionnalisante ou d'idéologie du droit qui envisage, si vous voulez, le droit comme un bienfait en soi. Parce que ce sont des esprits supérieurs qui sont plus rationnels que le méchant pouvoir politique toujours pris dans ses impures passions. Je pense que le principal problème, c'est ça. C'est ça. Et il faut que le pouvoir politique se réaffirme et qu'il ne passe pas son temps à essayer de guetter en quelque sorte soit ses inconventionnalités, soit ses inconstitutionnalités. Et là, on passe à des questions juridiques, en réalité à des questions sociologiques. Qui sont les juges? D'où viennent-ils? Où sont-ils formés? Que leur apprend-on? Pourquoi ces a priori et pas d'autres? Voilà les questions qu'il faut essayer de poser également et qui généralement ne sont pas posées parce que là on tape dans le dur de ce qui seraient les raisons de cette vision. Bon, avec la question que vous venez de poser, j'y ai un petit peu répondu quand on m'a dit qui sont les juges, mais j'ai fait des travaux sur cette question. Effectivement, bon, c'est un aspect. C'est un aspect, mais je dirais plus généralement, je crois que les étudiants où j'ai fait beaucoup de droit international public, c'était mon amour de jeunesse, et c'est vrai que souvent on a quand même cette vision universaliste, en fait. C'est une discipline universaliste foncièrement, et donc on a cette aspiration voilà, au jus cogens, à l'universalité des normes, etc. Donc c'est les personnes qui choisissent cette discipline, ont ce goût, naturellement, ont cette vision universaliste. Et ensuite, ont une vision du droit qui n'est pas positiviste, purement positiviste. En droit international public, on a encore une compréhension du droit qui n'est pas positiviste. Et ça, c'est quand même remarquable. Ensuite, sur savoir si les juges, effectivement, sont proposés par les gouvernements, maintenant, il faut quand même voir qu'il y a des filtres. Ça veut dire l'ancien gouvernement polonais, qui a perdu le pouvoir, a proposé 3 fois sa liste, et 3 fois sa liste a été refusée pour différents motifs. Donc il y a un système de filtre qui s'applique en particulier, je crois, à l'égard de pays tels que l'ancien gouvernement polonais. Bon. Si bien que c'est maintenant, avec la nouvelle majorité en Pologne, enfin pas majorité, le nouveau gouvernement en Pologne va pouvoir proposer une liste avec des juges qui seront plus en ligne, effectivement, avec les filtres qui ont été instaurés. Car les filtres, il y a d'abord un filtre informel qui rejoint un peu cette idée de la légitimité rationnelle, donc un panel d'experts indépendants qui regardent
si les candidats, on va dire, ont le niveau, et qui donne un avis ensuite à une commission de l'Assemblée parlementaire qui, bien sûr, regarde cet avis. Le but étant d'éviter les accidents. Qu'est-ce qu'un accident? Un accident, c'est que, par exemple, un membre de l'Opus Dei soit élu juge, ce qui est arrivé. Ça, c'est un accident. Et donc, les accidents peuvent se produire lorsque vous avez une femme contre 2 hommes, par exemple. Il y a eu des accidents lorsque, précisément, le juge qui finalement a été élu était en 3e position, ou en 2e, genre en 3e, dans la liste des recommandations énoncées par les différents filtres. Donc il y a des filtres, il y a des accidents. Il a même été envisagé de réduire la liste de 3 candidats à un seul candidat pour éviter les accidents. Donc c'est une question en soi. Ça veut dire que le système international de protection des droits de l'homme cherche, il a une tendance, il a une finalité supranationale. Parce que la norme elle-même, elle n'a pas besoin de la légitimité des États pour exister, puisque c'est la morale. Donc tout l'effort du système international de protection des droits de l'homme, c'est de s'extraire de son origine interétatique et de réduire les influences de la politique pour effectivement produire une norme que l'on pense plus pure. Alors ça, c'est la logique du système. Comment l'améliorer? En fait, moi, je ne pense pas qu'on puisse l'améliorer autrement qu'à la marge. La Cour européenne a adopté un certain nombre de réformes. Elle a adopté récemment dans son règlement une disposition qui introduit maintenant les cas de récusation, une procédure de récusation, ce qui n'était pas prévu au départ et qui avait été demandé par mon ONG, suite aux travaux que nous avons faits justement sur la composition de la Cour et l'origine militante d'une portion significative de ces juges. Est-ce qu'on peut vraiment l'améliorer? Je ne crois pas, parce que tout le système repose sur une promesse. Je pense que c'est une forme de religion séculière. On a besoin de cette espérance. Dans toute l'Europe, la Cour européenne, c'est la dernière cartouche, c'est la dernière espérance. Et malgré tout, elle fait quand même du bon travail dans la plupart des affaires. Et donc, je ne vois pas d'alternative finalement à ce système. Mais le vrai problème, sachant que la question, vous l'avez dit, c'est ces 2 légitimités qui sont aujourd'hui en concurrence, la légitimité de la politique et la légitimité kantienne de la raison. Et ces deux légitimités sont en concurrence, et l'Occident préfère la raison. Alors, quand je réponds à la question, donc les améliorations, mais évidemment en rebondissant aussi sur ce qui a été dit au préalable. Alors, je pense que c'est une question d'équilibre. Mais de toute façon, c'est le propre du droit d'arriver à trouver un équilibre, finalement. On a, j'aurais tendance à dire, c'est logique que les règles soient les mêmes pour partout. C'est logique qu'il y ait un niveau minimum de protection pour tous les individus. Bon. Mais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète, c'est logique aussi que l'interprétation ne soit pas trop extensive. Bon. C'est-à-dire, en fait, chacun doit y mettre un peu du sien, c'est un peu l'idée, et c'est, je pense, l'idée d'arriver à établir un dialogue, une coopération entre les différents acteurs, et qu'on ne soit pas dans une logique un peu d'opposition les uns par rapport aux autres, de mettre en avant que tel État ne répond jamais ou est toujours condamné. Bon. C'est quelque chose qui est quand même relativement récent. Donc, prenons du temps. Sinon, je pense que le risque, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est que les gens retirent leur signature. Et à ce moment-là, le risque serait beaucoup plus important parce que là, certains États, n'étant plus condamnés, n'auraient plus ces difficultés-là. Et je termine avec ça, la question de l'interprétation. Ça me fait penser un peu à... Enfin bon, pas de proportion gardée, mais à Chesterton. On est parti de... Je pense
on est parti d'idées qui étaient assez bonnes initialement, mais ces idées, enfin, en ne prenant pas la formule exacte, sont devenues un peu folles parfois. Et évidemment, il y a des gens qui regardent ça en se disant « mais qu'est-ce qu'on nous raconte ?» Un peu dans tous les domaines. Je parlais de l'article 6, paragraphe 1 tout à l'heure, mais au début, les juges français, tout le monde se disait « mais qu'est-ce qu'on nous remet tout en cause, en fait, notre manière de procéder. Depuis 1000 ans, on fait comme ça. » Je pense qu'il faut être assez prudent, en fait. Donc la question de l'équilibre, la prudence, le dialogue, enfin bon, il faut se retrouver une certaine forme de sagesse, j'aurais tendance à dire. Je vais désormais ouvrir le débat à une question du public. Malheureusement, le timing est un peu contraint. J'en suis sincèrement désolé. Qui souhaite poser une question à nos trois intervenants? Merci. Joëlada, donc, pardon. Près du menton, très bien. Donc, j'ai été juge administratif pendant 30 ans. Et je voudrais quand même poser une question justement sur au-delà du gouvernement des juges, sur l'hubris des juges. Parce que je crois qu'il y a une évolution importante. Quand on a créé la Convention européenne des droits de l'homme, on est dans un cadre post-nazisme et Cold War. Pardon, excusez-moi, je vis à moitié à New York, il faut que je me remette, et guerre froide. La tendance pendant les 70 années qui ont suivi, c'est le fait que les juges vont de plus en plus en avant. Par exemple, pour prendre l'exemple de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le juge administratif, là où il se contentait d'un contrôle restreint, il passe à un contrôle. Et au fur et à mesure, l'apprentissage du droit administratif de ces dernières années, c'est sur tel terrain, le juge administratif qui avait un contrôle restreint passe à un contrôle approfondi, etc. etc. Bon, pour revenir à la Convention européenne des droits de l'homme, il me semble que, je vous pose la question, que cette tendance à surinterpréter effectivement fragilise considérablement la légitimité des juges, puisqu'on trouve ce conflit juge-gouvernement et critique à l'égard des juges, non seulement en Europe de l'Est, mais de plus en plus en Europe de l'Ouest. On sait que le Brexit, qui n'avait rien à voir avec la CEDH, mais bon, je dirais que l'anglais moyen confondait la Cour de Strasbourg et la Cour de Luxembourg, c'est que, bon, il ne comprenait pas grand-chose, et donc il se disait, cette fameuse décision de la Cour de Strasbourg sur le droit de vote des prisonniers, c'est tellement scandaleux que donc on veut sortir de l'Union européenne. Bon, même si ça n'avait absolument rien à voir, mais c'est une compréhension. Donc la question que je pose, c'est qui gardera les gardiens? C'est-à-dire que le politique, il a tous ses défauts, mais en démocratie, on peut le renverser. Les juges, le contrôle sur les juges, c'est vraiment aujourd'hui, me semble-t-il, le problème que le français moyen, l'anglais moyen, le magyar moyen, etc. se pose. Voilà. Juste, en principe, les gouvernements, au sein du Conseil de l'Europe, travaillent ensemble dans des commissions et des comités d'experts sur différents droits, différents aspects procéduraux, et il y a toujours au fond de la salle présent un représentant de la Cour qui entend quand même les messages de la part des gouvernements. Par exemple, sur la question de l'impartialité des juges, donc, qui a été soulevée suite aux travaux sur les relations et les conflits d'intérêts entre juges et ONG, il y a eu des travaux intergouvernementaux qui ont été mis en œuvre au sein d'un comité institué pour cela, et ce comité n'a même pas eu besoin finalement de publier ses recommandations, puisque la Cour a anticipé et a modifié son règlement. Donc il y a une interaction quand même entre les gouvernements qui est officieuse au sein des groupes d'experts intergouvernementaux et la Cour. Et les personnes qui siègent dans ces groupes d'experts sont généralement, bien souvent, les agents des gouvernements. Donc ceux-là même qui plaident. Donc ceux qui plaident devant la Cour sont aussi souvent les mêmes qui participent à la réforme et à la révision du fonctionnement de la Cour.
Donc ils ont les deux casquettes en amont de la Cour, sur son fonctionnement, et dans le système comme agent des gouvernements. Mais tout ça est très feutré, évidemment. Et puis c'est la diplomatie, donc certains gouvernements dominent, tandis que d'autres sont assez silencieux. Ensuite, qui garde, c'est aussi le rôle de la doctrine, normalement, d'être attentive et d'analyser, de s'exprimer. Et puis ensuite le rôle des ONG. Là-dessus, les ONG sont plutôt en général alignées sur les positions, on va dire, libérales de la Cour européenne, donc il y a assez peu de contrôle de leur part. Et les médias, mais les médias c'est un peu compliqué pour eux. Ils ont du mal à percevoir les enjeux des décisions, les enjeux des réformes. Ils mélangent aussi un peu tout. Donc c'est vrai qu'à mesure que c'est un pouvoir très technique, c'est réservé, je pose toujours la question, même dans cette salle, qui connaît le nom du juge français? Voilà, vous êtes... Il y a des connaisseurs. Voilà, il y a quelques connaisseurs, mais combien de personnes sur l'ensemble? Voilà. Donc effectivement, c'est aussi un vrai problème, et je pense que c'est aussi le but, c'est d'avoir un déplacement du pouvoir vers effectivement cet aéropage un petit peu qui est censé avoir une vision plus rationnelle que le vulgaire député du canton du fin fond de la vallée de la Manche. Donc c'est voilà, voilà un peu la question. Très rapidement, mais très rapidement pour dire que il n'y a pas de pouvoir aux juges si on ne les convainc pas qu'ils sont le pouvoir le plus rationnel, le plus stable, etc. Qui en France crée la question prioritaire de constitutionnalité? Qui crée ça? C'est le constituant qui l'a créé. Qui a introduit dans la Constitution les droits et libertés garantis? Qui a tout déstabilisé? C'est pas le Conseil constitutionnel qui s'est réveillé et qui a dit « je vais m'auto-attribuer cette compétence », il s'en attribue suffisamment. C'est qu'il existe l'idéologie dont je vous ai parlé, qui est extrêmement présente, et qui considère qu'il faut faire progresser l'état de droit, devenu une espèce de nouveau slogan. L'état de droit contre l'État jusqu'à l'assainissement. Mais moi, je suis un défenseur des actes du gouvernement. Je suis un défenseur de la possibilité que l'État a à dire non, là, vous touchez la politique. Le problème, c'est que la frontière entre les deux n'est pas toujours facile à trouver, et norme abstraite reste, moi je pense que, en réalité, les juges, c'est faire de la politique par d'autres moyens. Tout simplement. Alors, sur cette question, je pense que qui va contrôler le juge? C'est le juge lui-même, en fait, je pense, mais qui doit redécouvrir quel est le sens de sa mission. C'est-à-dire qu'il doit approfondir sur ce qu'est être un juge. Et un juge, c'est, alors le terme est très utilisé, c'est quelqu'un qui est indépendant, mais indépendant de tout, et de tout le monde. Indépendant des courants de pensée, indépendant des grands débats sociétaux, etc. C'est quelqu'un qui agit toujours avec le sens de la justice, qui agit avec prudence. C'est quelqu'un, en fait, et beaucoup d'auteurs ont développé ça dans l'Antiquité, et ça reste très présent en Antiquité ou après l'Antiquité, mais c'est quelqu'un qui, en fait, est vertueux. Alors c'est très très ambitieux de dire cela, mais je pense que ça veut dire que le juge doit retrouver sa mission, quel que soit le juge, enfin le juge administratif que vous étiez, le juge au tribunal judiciaire, mais le juge aussi à la Cour européenne des droits de l'homme. Il doit comprendre le sens de sa mission, et je pense que lui seul peut se contrôler, en réalité. Merci messieurs de ces interventions passionnantes. Nous passons à un petit temps de pause jusqu'à la deuxième table ronde qui commence à 15h30, à 15h45. Voilà. Merci à tous.